Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rencontre du Festival Travelling, dédiée bien évidemment à la Nouvelle-Orléans, mais un peu plus loin puisque nous allons explorer la Louisiane et peut-être déborder sur d'autres États du Sud. Cette fois-ci, il ne sera pas question vraiment de cinéma sur grand écran, mais de, on va dire, cinéma sur petit écran et sur les séries télé, puisque la Louisiane et la Nouvelle-Orléans ont accueilli assez régulièrement des tournages et des scénarios de shows télévisés, de séries télévisées. Et pour en parler plus longuement, je vais passer la parole à Erwan Cadoré, enseignant de cinéma et fidèle de Clair Obscur et de Travelling. Erwan, bonne conférence. Merci beaucoup, Jacques. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, donc on va être ensemble pendant une petite heure pour évoquer la question des séries télévisées qui se déroulent à la Nouvelle-Orléans. Alors, moi, j'ai décidé comment dire, de resserrer un petit peu le sujet, hein, puisque si la Nouvelle-Orléans n'est pas l'une des villes les plus représentées dans le paysage de la fiction télévisuelle, il y a quand même pas mal de séries, hein, qui se déroulent dans cette ville. Donc, il y en a déjà pas mal. Je n'aurai pas le temps de parler de toutes les séries qui se déroulent à la Nouvelle-Orléans stricto sensu. Donc, j'ai préféré laisser de côté les choses qui se passent, on va dire, plutôt dans des paysages ruraux, que ce soit donc les bayous de Louisiane ou les États adjacents à la Louisiane. Voilà, par exemple, voilà l'Arkansas, l'Alabama ou le Mississippi ou la Géorgie. Voilà le vieux Sud, hein, voilà, qui est une espèce d'ambiance qui a été finalement relativement représentée à la fois au cinéma et à la télévision. Mais c'est vrai que la ville de la Nouvelle-Orléans en tant que telle n'a pas été tant que ça représentée au regard d'autres grandes métropoles américaines comme New York, Chicago ou les villes de la côte ouest, Los Angeles et San Francisco. Et c'est vrai qu'on peut on peut raisonnablement se demander pourquoi. Parce que s'il y a bien une ville américaine qui est cinégénique, c'est bien la ville de la Nouvelle-Orléans, hein, avec justement cette architecture voilà, qui rappelle comment dire, l'ancienne appartenance française de la ville, et puis cette tradition historique qui est à la fois très riche et également controversée, durant la période donc, de l'esclavage, hein, et puis ensuite durant la période de la ségrégation. Donc il y a quand même, on est quand même dans une partie de l'Amérique et dans une ville qui est extrêmement chargée sur le plan à la fois historique et culturel. Et quand je parle de culture, évidemment, c'est pas uniquement on va dire les bâtiments, mais dans le cas de la Nouvelle-Orléans, c'est aussi toute une littérature, c'est aussi une cuisine, c'est aussi une musique. Donc on avait, voilà, normalement, je veux dire, un décor, voilà, qui était presque idéal pour servir de base à des fictions. Et pourtant, la ville de la Nouvelle-Orléans, si elle est, on va dire, régulièrement représentée au cinéma, en fait, elle ne va devenir comment dire, un véritable décor que assez tardivement finalement, et finalement jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, les séries qui étaient produites et qui se déroulaient à la Nouvelle-Orléans étaient relativement rares et relativement ponctuelles. Donc ce que je vous propose, c'est de retracer un petit peu ça, de voir un petit peu comment est-ce que on a d'abord voilà, des séries comme ça, un petit peu à droite à gauche, comme ça, qui parlent de la Nouvelle-Orléans, mais qui souvent n'ont pas forcément beaucoup de succès, et comment l'intérêt pour la Nouvelle-Orléans va en fait venir d'un événement tragique qui est l'ouragan Katrina en 2008. Et quelque part, il va y avoir un déclic. Alors c'est assez ironique de le dire, hein, mais comment dire, l'ouragan Katrina et la reconstruction qui a suivi ont permis comment dire, aux autorités néo-orléanaises de se lancer justement dans une politique qui consiste à attirer les producteurs et les sociétés de production pour tout simplement créer de l'emploi à l'intérieur d'une ville qui était quand même qui a été quand même sacrément dévastée sur le plan social. Donc donc ce qui s'est passé ce qui s'est passé avec Katrina, ça a eu une conséquence finalement relativement heureuse malgré tout. C'est qu'on voit de plus en plus la Nouvelle-Orléans sur les écrans, et la Nouvelle-Orléans devient de plus en plus un lieu de tournage, hein. Pas forcément d'ailleurs pour des films ou des séries qui se passent à la Nouvelle-Orléans, hein, mais ça
c'est devenu un lieu de tournage relativement important, ce qui n'a pas du tout été le cas voilà, jusqu'au début des années 2010. Alors revenons un petit peu en arrière voilà, pour essayer de voir un petit peu quelles sont les premières séries qui se déroulent à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, alors là je fais un petit rappel historique pour mémoire, hein. La télévision, il faut se souvenir que la télévision aux États-Unis commence à se répandre comment dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, au milieu des années 40. Hein, la télévision commence à apparaître dans les foyers et elle ne se généralise véritablement dans les foyers américains qu'à partir des années 50. Donc les années 50, c'est la première grosse période de production de séries télévisées pour justement remplir tous ces créneaux que proposent les principales chaînes américaines. Donc dans ce cadre-là, voilà, on va avoir tout un tas de séries dont certaines sont totalement oubliées. Celles dont je vais parler sont des séries qui, à mon avis, autant que je sache, n'ont jamais été diffusées en France. Quand il s'agit de la Nouvelle-Orléans, on va très rapidement avoir deux tendances qui vont se dessiner, deux tendances distinctes, dont l'une va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Alors, la première tendance, c'est le western. Hein, le passé de la Nouvelle-Orléans, là aussi, hein, je vous l'ai dit, regorge d'événements, de paysages, de personnages célèbres qui sont passés par la ville, etc. Donc là, il y a tout un cadre historique qu'on peut reproduire, et c'est ce que vont faire les studios hollywoodiens, hein, qui sont dans les années 50 les principaux producteurs de fiction télévisée, avec notamment donc deux séries. Et donc je voudrais vous montrer pour commencer donc non pas l'affiche, mais plutôt une couverture de magazine de l'époque qui montre une de ces séries qui s'appelle The Adventures of Jim Bowie, donc une série qui a été diffusée sur la chaîne ABC, hein, l'une des principales chaînes américaines, entre 1956 et 1958. Il y a eu 2 saisons. Et c'est une biographie romancée d'un personnage réel qui s'appelle Jim Bowie, qui est un personnage d'ancien, d'aventurier, de pionnier, qui est un personnage qui dans la réalité est un peu plus trouble que ce qu'il est représenté, hein, que la manière dont il est représenté dans ses incarnations fictives, et qui dans cette série est présenté comme une espèce de redresseur de tort qui œuvre à la Nouvelle-Orléans dans les années 1830. Alors autre série western qu'on voit apparaître à la fin des années 50 plutôt, c'est une bande dessinée qui s'appelle Yancy Derringer, dont vous voyez ici l'un des cartons du générique, donc là qui est diffusé sur une chaîne concurrente, qui est diffusée sur la chaîne CBS en 1958 et 1959, une seule saison de 34 épisodes qui vont être diffusés. Donc là, c'est aussi une histoire d'aventurier dans la Louisiane du 19e siècle, avec un personnage, donc le personnage de Yancy Derringer, hein, qui est une espèce de gentleman, mais amateur de poker. C'est une espèce de personnage un petit peu borderline, vraiment entre guillemets, qui n'est pas sans rappeler le Red Butler d'Autant n'emporte le vent, hein, cette espèce d'image de dandy du Sud, fantasque et aventurier. On est complètement, hein, dans une espèce de mythologie du Sud, hein, que transmettent ce genre de série, mais que le western cinéma s'était déjà chargé lui aussi de transmettre, avec cette espèce d'aristocratie du Sud qui comporte des éléments un peu déviants, qui vivent leur vie, qui vivent des aventures. Bon, c'est exactement ce qui se passe avec Jim Bowie et avec Yancy Derringer. Donc alors le point commun de ces deux séries, c'est qu'elles sont produites par la même société de production, qui est une société qui s'appelle Desilu Productions, et qui est sans doute la première société de production de fiction télévisée à avoir représenté la Nouvelle-Orléans. C'est pas un hasard que ce soit la même société. On sent qu'il y a un intérêt des producteurs pour situer les intrigues de ces séries en Louisiane, et plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Alors ça, c'est la première tendance qu'on trouve à cette époque. Il y a une deuxième tendance qui va apparaître, et qui, celle-là, va perdurer beaucoup plus longtemps, puisqu'aujourd'hui, il y a, à ma connaissance en tout cas, pas vraiment de séries western qui se dérouleraient à la Nouvelle-Orléans.
Par contre, des séries policières qui se déroulent à la Nouvelle-Orléans, il y en a des tas. C'est même d'ailleurs la majorité de la production de séries, hein. C'est le thème majoritaire que l'on trouve dans les séries consacrées à la ville. Ce sont les séries policières ou les séries judiciaires, hein. Voilà, donc les séries criminelles, on pourrait dire, les séries qui tournent autour de la question de la criminalité. Et du coup, dans cette optique-là, hein, dans cette tendance, hein, de la série criminelle, la série un petit peu pionnière, c'est une série qui s'appelle Bourbon Street Beat. Donc Bourbon Street, hein, c'est voilà, l'une des rues les plus célèbres du quartier français, et l'une des rues les plus touristiques, hein, de la Nouvelle-Orléans aujourd'hui, hein. Donc une série qui s'appelle Bourbon Street Beat. Ça nous indique dès le titre, hein, qu'on est dans on est à la Nouvelle-Orléans. Donc là, c'est à nouveau une série qui a été diffusée sur ABC la même année, enfin un petit peu après Yancy Deringer, hein, puisque ça a été diffusé entre 1959 et 1960, une saison unique également pour cette série. Donc on est dans une enquête policière assez classique avec un duo d'enquêteurs, voilà, qui sont interprétés par les deux acteurs que vous voyez à l'écran, hein, qui sont Richard Long et Andrew Dogan, mais une série qui va pas forcément avoir un très très grand succès, qui va être arrêtée à la fin de sa première saison. Alors ces trois séries, hein, dont je viens de parler, qui sont un petit peu les séries pionnières, hein, sur la Nouvelle-Orléans, elles ont deux caractéristiques en commun. La première, c'est que si elles ont la Nouvelle-Orléans comme décor, elles ne sont pas tournées à la Nouvelle-Orléans. Ces trois séries sont entièrement tournées à Hollywood, dans les studios, sur les plateaux de tournage des studios hollywoodiens. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est que l'idée que la Nouvelle-Orléans puisse devenir un lieu de tournage n'arrive pas au même moment que le moment où les gens se sont dit que la Nouvelle-Orléans pouvait être un décor. Donc là, c'est un décor, mais c'est pas encore un lieu de tournage, hein. Donc tout est reconstitué dans des décors hollywoodiens. Et puis le deuxième point commun entre ces trois séries, c'est qu'elles finalement elles rencontrent relativement peu de succès. Deux saisons pour les aventures de Jim Bowie, une saison seulement pour Yancy Deringer et Bourbon Street Beat. On peut pas dire qu'on soit sur des grands succès de la télévision américaine des années 50, hein, comparé à d'autres séries, d'autres séries western et d'autres séries policières. Donc c'est vrai que la présence tardive de la Nouvelle-Orléans sur les écrans de télévision, il est peut-être dû aussi à ce, quelque part, entre guillemets, mauvais démarrage. Ça ne veut pas dire que les séries sont mauvaises, hein, mais c'est que visiblement, il n'y a pas un intérêt particulier de l'industrie hollywoodienne pour la Nouvelle-Orléans. Et donc surtout pas pour aller tourner à la Nouvelle-Orléans. Alors à l'époque, il y a une raison assez simple, hein, pour laquelle on ne tourne pas à la Nouvelle-Orléans, c'est que c'est loin, tout simplement. C'est loin des grands centres de production, c'est loin d'Hollywood, qui est donc le centre où on tourne, le centre de production où on tourne. C'est loin de New York, qui est le centre décisionnel des studios et qui est le lieu de résidence de nombreux créateurs qui travaillent pour l'industrie hollywoodienne, que ce soit des scénaristes, des acteurs ou des réalisateurs ou des techniciens. Donc la situation même géographique, en fait, de la Nouvelle-Orléans, située, voilà, à l'extrême sud des États-Unis, en plus dans une région qui n'est pas forcément très très facile en termes de climat, hein, et des ouragans comme Katrina. Katrina n'est pas le premier ouragan que connaît la ville, ni la première inondation d'ailleurs. Chaque année aujourd'hui, là, depuis une quinzaine d'années, hein, chaque année, la Nouvelle-Orléans subit les assauts des ouragans. Donc ça n'a pas les qualités du climat californien, qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus pratique évidemment pour tourner. Donc ça explique peut-être pourquoi est-ce qu'il finalement il y a assez peu de séries qui sont tournées dans les premières années de la télévision américaine. C'est pour des raisons très pragmatiques, de déplacement et de coûts, tout simplement, de production. Donc on peut reconstituer la Nouvelle-Orléans en studio, mais visiblement le public non plus ne suit pas, et il n'y a pas un intérêt visible du public, en tout cas pour ce qui se passe à l'époque à la Nouvelle-Orléans. Donc cette présence comme ça ponctuelle sur les écrans de télévision, elle va durer en fait assez longtemps. Elle va durer même très longtemps, puisqu'elle va durer jusque à la fin des années 90, début des années 2000, où on commence à voir un peu plus de Nouvelle-Orléans à la télévision.
Et dans les années 60, 70, même 80, les raisons pour lesquelles on ne tourne pas à la Nouvelle-Orléans ont un petit peu évolué. Alors il y a toujours la question évidemment climatique, mais il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a d'une part le fait que l'État du Mississippi, l'État de Louisiane, pardon, n'a pas à ce moment-là une politique de facilité d'impôt pour attirer les sociétés de production. Alors aux États-Unis, mais dans les pays anglo-saxons d'une manière générale, ça fonctionne souvent comme ça. Quand vous avez tout d'un coup, quand vous vous mettez à voir dans des films ou dans des séries un lieu, et tout d'un coup vous vous rendez compte qu'il est représenté dans plusieurs séries. Généralement, vous pouvez aller regarder un peu ce qui s'est passé au niveau des décisions politiques et vous allez vous rendre compte qu'en fait, on va y avoir des politiques de crédit d'impôt, des politiques qui vont permettre de faire baisser les coûts des productions et donc d'attirer les producteurs. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est un pays fédéral, donc le système de subvention et les choix qu'on fait en termes de subventions publiques dépendent des États et dépendent pas de l'État national, mais dépendent des États, de chacun des États. Donc la Louisiane, en fait, c'est vraiment à partir des années 2000 qu'elle va commencer à orienter sa politique vers la production cinématographique. Et ça va évidemment tout changer, cet accueil beaucoup plus généreux des sociétés de production et des équipes de tournage en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans. Alors après, il y a aussi d'autres raisons qui n'ont pas grand-chose à voir, avec le cinéma ou avec la télévision. Il y a la mauvaise réputation de la Nouvelle-Orléans. Alors ça, c'est quelque chose, on est obligé d'en parler. La Nouvelle-Orléans, et c'est encore malheureusement en partie le cas aujourd'hui, mais c'est sans doute une des villes les plus criminelles des États-Unis. C'est une des villes où le taux de criminalité est le plus fort, où le nombre de meurtres est le plus fort. C'est aussi une ville qui a une tradition, c'est pas la seule, mais c'est une ville qui a une tradition de corruption policière et de corruption politique quand même assez importante. Donc on n'est pas dans un climat qui est forcément idéal pour tourner des films, notamment parce qu'il y a à la Nouvelle-Orléans, mais on pourrait élargir ça à l'ensemble du Sud, il y a cette tension entre communautés qui est très importante, notamment entre les communautés noires et les communautés blanches, et qui là sont évidemment l'héritage de ce double mécanisme qu'a été d'abord l'esclavage et ensuite la ségrégation et la question du racisme. Et c'est paradoxal puisque la Nouvelle-Orléans, par ailleurs, est une ville extrêmement multiculturelle, mais la question du racisme, de la discrimination sociale se pose de manière très très forte à la Nouvelle-Orléans. Même si ça a un petit peu changé ces dernières années. Donc c'est vrai que jusque dans les années 90, entre guillemets, la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui est pas sûre pour aller faire des tournages. Donc on va pas se déplacer là-bas si c'est pour risquer, si c'est pour avoir des problèmes avec les gangs locaux ou pour se retrouver dans des situations incontrôlables. Donc alors vous allez me dire que c'est pas forcément mieux à Los Angeles à la même époque, mais les films se font plus à Hollywood qu'à Los Angeles, qui est un lieu beaucoup plus sécurisé, et les séries également. Donc il y a une troisième raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de production à cette époque, jusqu'au début des années 2000. C'est sans doute aussi quelque chose qui a à voir avec les spectateurs, qui est une forme de désintérêt ou de manque d'intérêt pour ce qu'on appelle le vieux Sud. Voilà, cette ambiance du vieux Sud, ce retour vers justement ce passé esclavagiste, ce passé ségrégationniste. Le public américain n'a pas envie de voir ça à la télévision. Et puis, le vieux Sud, c'est autant d'emporte le vent. Dans les années 70-80, ça devient une imagerie qui est presque une imagerie d'Épinal, qui devient quelque chose qui est désuet, et qui en plus est associé justement à un passé de l'Amérique qui n'est pas forcément un passé très reluisant. Donc il y a probablement aussi de la part des spectateurs et peut-être aussi d'ailleurs des producteurs une certaine réticence finalement à se consacrer à un sujet finalement ou à une ambiance qu'on juge à l'époque pas très intéressante. Alors évidemment, il y aura quand même bien sûr des séries qui vont émerger, mais là aussi des séries qui vont pas forcément faire très très long feu. Je vous en cite juste une qui date du début des années 70.
et qui s'appelle Long Street. Donc à nouveau une série produite diffusée sur la chaîne ABC, hein, qui est sans doute une des chaînes qui a le plus diffusé de séries qui se situent à la Nouvelle-Orléans. Donc cette série Longstreet, hein, c'est le nom du personnage principal qui s'appelle Mike Longstreet, qui est interprété par un acteur qui s'appelle James Franciscus, et qui est en fait à nouveau une série policière, mais avec un personnage un petit peu différent. C'est pas un policier, c'est un personnage qui est un agent d'assurance spécialisé dans les enquêtes pour fraude à l'assurance. Et il a une particularité, c'est que il va devenir aveugle suite à un attentat à la bombe qui tue son épouse, en fait. Et donc le premier épisode, c'est ça. Il cherche les assassins de son épouse, et puis ensuite, il va continuer son travail d'enquêteur sur d'autres affaires. Mais ce qui est évidemment le petit plus, c'est que c'est un enquêteur aveugle. Voilà. Donc la série joue un petit peu avec ça. Ça, c'est une série, autant les premières séries dont j'ai parlé ne sont pas faciles à voir, hein, parce qu'elles n'ont pas forcément été rééditées, en tout cas pas en France, puisqu'elles n'ont jamais été diffusées dans le pays. Longstreet, j'ai vérifié, vous pouvez les visionner, si vous pouvez visionner l'intégralité de l'unique saison de la série sur YouTube. Hein, donc alors dans une qualité pas terrible, mais voilà, vous pouvez toujours aller y jeter un œil pour voir un peu à quoi ressemble cette série, sachant qu'il faut bien comprendre que là aussi, c'est une série qui est tournée à Hollywood. Il y a très très peu de plans qui sont tournés véritablement à la Nouvelle-Orléans dans cette série. Donc, cette série, pourquoi est-ce que je la cite? Parce que son titre de gloire, on va dire, c'est que dans cette unique saison de 24 épisodes diffusés entre 71 et 72, il y a une guest star dans 4 épisodes, qui n'est pas n'importe qui est Bruce Lee. Et c'est une des séries télévisées américaines dans lesquelles a joué Bruce Lee, au début de sa carrière américaine. Et il joue donc le maître d'arts martiaux, hein, justement, de Franciscus. On est à une période où on colle des arts martiaux un peu partout dans le cinéma américain, parce que voilà, on est en train de découvrir le cinéma de Hong Kong, et donc les producteurs trouvent ça vachement bien. Et c'est pas tellement étonnant qu'on trouve ça dans Longstreet, puisque Longstreet est produit par quelqu'un qui s'appelle Sterling Siliphant, et qui est un grand ami de Bruce Lee, et qui est un producteur qui va contribuer largement à faire découvrir justement le cinéma d'arts martiaux par le grand public américain. Donc Longstreet, voilà, ça c'est un petit exemple de ce genre de série, hein, voilà, située à la Nouvelle-Orléans, mais qui sont, je le rappelle, des séries extrêmement ponctuelles, et ça va se prolonger jusque dans les années 90, où on commence à voir apparaître un peu plus de séries. Et puis surtout, la différence, c'est qu'à partir des années 90, on commence à voir des séries qui sont tournées à la Nouvelle-Orléans, qui ne sont pas simplement situées dans la ville, mais qui sont tournées dans la ville, ce qui évidemment permet de donner une plus grande authenticité dans la représentation du décor qui sert de cadre à l'action de ces séries. Je vous en cite deux, hein, deux de ces séries des années 90. On reste toujours dans des séries qui sont très très peu connues en Europe, hein, et qui n'ont jamais été diffusées en France. L'une d'entre elles s'appelle Broken Badges. Alors, attendez, je vois, avec un acteur que j'aime beaucoup, que vous voyez, qui est le deuxième en partant de la gauche, qui est Miguel Ferrer, hein, qui a joué dans Twin Peaks également, et qui a joué des seconds rôles dans plein de films américains dans les années 80-90. Sans surprise, on est toujours dans une série policière, hein, donc une série qui raconte l'histoire d'une équipe de bras cassés de la police, en fait, qui monte une équipe pour faire des enquêtes. Donc ça a été diffusé sur CBS en 1990-1991. Toujours le même problème, une seule saison, 7 épisodes de 60 minutes. Hein, c'est une série très très courte qui n'a jamais été relancée, et il en va de même pour une autre série du milieu des années 90 qui s'appelle The Big Easy. Alors, The Big Easy, je vous rappelle que c'est l'un des surnoms de la Nouvelle-Orléans avec Crescent City, hein, la cité du croissant, hein, qui sont les deux principaux surnoms qu'on donne à la Nouvelle-Orléans. Hein. Donc The Big Easy, à nouveau série policière diffusée cette fois sur le réseau télévisuel public, hein, NBC. Et là, donc, c'est une série
série qui va être diffusée entre 96 et 97 et qui suit de manière assez classique les enquêtes d'un duo qui est formé par un inspecteur de la police de la Nouvelle-Orléans et une jeune femme qui est procureure au tribunal de la Nouvelle-Orléans. Donc là aussi, même souci. Alors, cette série-là a duré un peu plus longtemps. Elle a connu plus de saisons. Mais c'est une série, encore une fois, qui a été absolument... qui est restée confinée au sol américain, qui n'a pas du tout été diffusée dans d'autres pays, et notamment en France, qui explique qu'elle est aussi très, très difficile à voir. Mais c'est une de ces séries, justement, qui, là aussi, sont tournées en partie à la Nouvelle-Orléans pour certaines scènes en décor naturel. Donc cette production de séries un petit peu erratique comme ça, un petit peu ponctuelle, je vous l'ai dit, les choses ont véritablement changé après Katrina. Donc après 2008, il y a une espèce de mouvement de la part d'Hollywood. Et quand je dis Hollywood, Hollywood pour moi c'est les films et les séries. Il y a un mouvement de la part d'Hollywood pour quelque part entre guillemets être solidaire de cette ville de la Nouvelle-Orléans. Je rappelle que Katrina, c'est une catastrophe qui s'est déroulée sous les caméras de télévision du monde entier. Donc je le dis pour éventuellement les plus jeunes qui nous regardent. Et surtout, le Katrina, c'est sans doute un des plus gros scandales sanitaires que les États-Unis aient jamais connu, avec une incompétence des autorités fédérales qui est absolument hallucinante et pour laquelle d'ailleurs absolument personne n'a été jugé. C'est une situation qui est les conséquences de Katrina sont des choses qui sont complètement hallucinantes. Quand on revient, et de ce point de vue, évidemment, je vous renvoie au documentaire que Spike Lee a réalisé sur Katrina, qui vous montre la Nouvelle-Orléans. Donc là, ça rentre aussi dans les séries, parce que c'est une série documentaire en 3 parties, et qui montre bien l'incompétence totale des pouvoirs fédéraux, notamment dès qu'il s'agissait d'aller chercher les gens dans les quartiers populaires noirs de la ville. Je reviens donc sur l'après-Katrina. Après 2008, donc Hollywood, entre guillemets, fait sa part. Évidemment fait sa part, mais pas de manière totalement désintéressée, puisque je vous l'ai dit, il y avait déjà une politique de facilitation pour faire venir les sociétés de production. Cette politique va s'accélérer, et bien évidemment après Katrina, et les studios vont joyeusement plonger sur cette occasion en or d'avoir des moyens de production, enfin d'avoir des lieux de production qui coûtent moins cher. Et une main-d'œuvre également un petit peu moins chère qu'en Californie. Donc, cet intérêt tout d'un coup pour la Nouvelle-Orléans, il a un avantage, c'est qu'on voit du coup beaucoup plus à la fois la Nouvelle-Orléans en tant que ville, mais les habitants de la Nouvelle-Orléans. Après, il ne faut pas se leurrer, on reste dans un système de production hollywoodien, où il s'agit essentiellement de faire de l'argent. Donc, il y a aussi derrière, on va dire, les éventuels bons sentiments, il y a aussi une part de calcul financier qu'il faut jamais sous-estimer. Donc à partir des années 2010, la production devient beaucoup plus centrée. Il y a beaucoup plus de productions qui sont consacrées à la Nouvelle-Orléans, et notamment, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir une diversification des thématiques. Auparavant, je vous l'ai dit, on est soit dans la série western, soit dans la série policière. Il y a également quelques drames réalistes qui sont produits avant les années 2010, mais on est un petit peu toujours sur les mêmes types de séries. Les années 2010 vont à la fois poursuivre certaines tendances et vont en lancer d'autres qui sont presque en train de devenir des tendances majoritaires aujourd'hui. Donc les séries policières vont se poursuivre.
Notamment, il y en a une, alors qui est sans doute une des séries, en tout cas moi de ce que j'ai trouvé, sans doute une des séries les plus longues qui soit située à la Nouvelle-Orléans. C'est la série NCIS New Orleans, hein, donc qui est donc un spin-off, hein, c'est-à-dire une variation, ou en tout cas une extension d'une autre série déjà existante, qui est une série qui s'appelle NCIS Enquête spéciale. Et donc NCIS New Orleans qui est diffusée sur CBS depuis 2014, hein, donc il y a eu 7 saisons pour l'instant et la série n'est toujours pas achevée. Ce sont donc des enquêtes à nouveau policières menées par une équipe voilà, un peu particulière qui est, puisque ce sont c'est un bureau d'enquête, mais qui relève de la marine, hein, qui relève de l'armée, hein, et de la marine américaine. Hein. Donc on est plutôt dans des gens qui enquêtent sur des crimes des crimes militaires en fait. Hein. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est justement, alors il y a eu d'autres variations, hein, de NCIS, hein, dans d'autres villes, mais voilà, c'est aussi un moyen, voilà, de déporter voilà, un concept de série dans des climats différents. Dans NCIS New Orleans, c'est sans doute une des séries qui joue le plus la carte du tournage à la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de scènes en extérieur, il y a évidemment beaucoup de scènes en studio, mais dès qu'ils ont l'occasion, ils font sortir les personnages en extérieur, ils les font aller dans le quartier français, dans les quartiers populaires, sur les bords du lac Pontchartrain, il n'est pas rare de voir à l'écran des éléments de décor qui sont assez caractéristiques de la Nouvelle-Orléans. Je voudrais justement vous montrer une petite scène. Alors c'est une petite scène de conversation entre deux des personnages principaux de la série. Mais ce qui est important pour moi, c'est surtout de voir ce qui se passe à l'arrière-plan. Et à l'arrière-plan, vous allez retrouver ce que vous voyez sur l'affiche, c'est-à-dire les deux ponts jumeaux qui traversent le lac Pontchartrain, et qu'on appelle la Crescent City Connection. Donc ils sont vraiment le symbole, hein, de la Nouvelle-Orléans, le symbole vraiment visuel, hein, de la Nouvelle-Orléans. Et puis vous allez voir un deuxième motif qui est un motif qu'on retrouve beaucoup au cinéma et dans les séries, qui sont les cimetières de la Nouvelle-Orléans, qui sont des cimetières qui ont un aspect très particulier, avec notamment des caveaux familiaux assez imposants. Donc on est vraiment dans des cimetières qui ont un look très différent du cimetière, on va dire, à la britannique, avec des petites tombes sur des mottes d'herbe. On est beaucoup plus dans des cimetières à l'européenne, ce qui, aux États-Unis, est relativement exotique. Donc, quand on est à la Nouvelle-Orléans, on va montrer ces cimetières qui ont un look si particulier. Donc, je vous montre tout de suite cette petite scène de conversation, mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment ce qui est à l'arrière-plan. 2725 Britannia? That's uptown. How do you feel about $600 strollers and organic everything? Okay. 3115 Royal. The Bywater, neckbeards, thick-rimmed glasses, fixed-gear bikes. It's a big choice here, Brody. Where you live says everything. LaSalle lives in the French Quarter because he loves being in the middle of it all. My wife and I, we're in the Lower Garden because it's walking distance from some of the best chefs in America. Speak. Just looks like your wife's in the lower garden. You're in the office. All I'm saying, where you lay your head in this city defines you. Okay, so where do I go if I want to be defined by a full night's sleep? Oh, it's quiet. Alors voilà, vous voyez, hein, cette petite conversation, et qui est une conversation qui a beaucoup de sens en plus, hein, puisqu'il dit quelque chose qu'on va retrouver notamment dans Trémé, qui est l'idée que selon le quartier où on habite à la Nouvelle-Orléans, ça dit quelque chose de nous, et ça dit quelque chose de nous notamment en termes d'un point de vue social, mais en termes de quelque part de regard porté sur le monde. Donc à travers cette petite conversation toute bête, la série insiste bien sur quand même le caractère néo-orléanais de la série. C'est une variation d'une série existante, mais qui va être adaptée voilà, aux spécificités de la Nouvelle-Orléans. Autre série policière dont je voudrais vous montrer un petit extrait, puisque je trouve que c'est une série qui a été pas mal récompensée et qui finalement repose sur un concept assez intéressant. C'est une série qui s'appelle Free Rayshon. Rayshon, c'est le nom du personnage principal.
Et alors, là, c'est un petit peu différent, mais je l'ai inclus quand même dans cette conversation sur les séries, parce que pour moi, le format est le même si le médium n'est pas le même, puisqu'en fait, c'est une web série. Free Ration, qui est une web série en fait assez courte, puisque c'est une saison, 15 épisodes, et je crois que chaque épisode font entre 6 et 10 minutes, autour de 6 minutes, je crois. C'est une série qui n'a pas été diffusée sur une chaîne de télévision, mais qui a été diffusée sur une plateforme de streaming américaine qui s'appelle Quibi, sur laquelle elle a rencontré énormément de succès quand elle a été diffusée, très récemment, puisqu'elle a été diffusée en avril 2020. Donc vous imaginez bien qu'il y a pas mal de gens qui l'ont découvert, à mon avis, justement en plein confinement, quand ils avaient du temps pour regarder la télé. Donc je pense qu'elle a bénéficié, entre guillemets, de la situation particulière durant laquelle elle a été diffusée. Alors Free Ration, c'est en dehors de cela, c'est aussi une série qui a quand même pas mal de qualité, parce que c'est une série qui est extrêmement efficace, vu qu'elle est très très courte, mais elle est très très efficace, et en fait elle se base sur un concept qui marche toujours très bien. Je veux dire, un homme noir est poursuivi par la police de la Nouvelle-Orléans. Il se réfugie dans sa maison avec sa compagne. Et il va se barricader dans cette maison. La police va l'encercler et il va commencer à utiliser les réseaux sociaux pour révéler son cas et pour faire appel au monde extérieur et pour essayer de se sortir de sa situation. Donc c'est en plus une série qui a vraiment à voir avec le support sur lequel elle est diffusée, c'est-à-dire sur une plateforme de streaming sous forme de web-série. Donc c'est vraiment une série très très actuelle, c'est une série très très actuelle, et c'est une série aussi qui est assez ambitieuse, et ça c'est assez surprenant pour une web-série. On a toujours l'impression que les web-séries c'est des choses qui sont avec des finances un petit peu brinque-ballantes, ou des choses qui sont un petit peu à l'arrache, alors que là c'est une série qui est tout à fait correctement produite et avec une certaine ambition. Et pour vous montrer cette ambition, je voudrais vous montrer la première scène du premier épisode. Je vous la montre aussi, je vous révèle aussi pourquoi je vous la montre. Je vous la montre parce que c'est une scène d'action qui n'a pas de dialogue et que je n'ai pas réussi à trouver de sous-titres pour cette série, donc ça m'évite d'avoir à vous diffuser un extrait qui ne soit pas compréhensible. Là vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment la toute première scène du film. Notre héros échappe aux forces de police. Motherfuckers fucked in. Fuck!
Oh, fuck! Voilà. Donc donc c'est vraiment l'ouverture de la série. Vous voyez, une ouverture assez en fanfare, hein, et donc on sent bien que les créateurs, ils ont bien compris le principe de la web-série, hein, c'est qu'il faut accrocher le spectateur dès le début du premier épisode pour qu'il suive évidemment les épisodes suivants. Et c'est une série qui est un peu une curiosité, mais qui vaut le coup, je trouve, d'aller jeter un œil. Et puis j'en profite aussi pour vous citer une dernière série également très récente, et je remercie d'ailleurs Fabrice de Travelling, hein, qui m'en a parlé tout récemment, hein, et je n'avoue que je ne connaissais pas cette série, mais donc du coup je ne l'ai pas encore vue non plus, mais elle a l'air très bien. C'est une série judiciaire qui s'appelle Your Honor, qui est diffusée depuis décembre sur la chaîne Showtime, et qui est une histoire de juge d'instruction. Je crois que c'est ça, hein, un juge d'instruction qui a des soucis avec son fils, des soucis criminels avec son fils, et c'est avec l'immense Bryan Cranston, l'interprète de Breaking Bad. Donc je pense que rien que pour le personnage, rien que pour l'acteur principal, ça vaut le coup d'être regardé, et ça se passe bien évidemment à la Nouvelle-Orléans. Alors cette tradition policière, elle est de plus en plus concurrencée par une autre tradition qui est la tradition fantastique. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Jusqu'à présent, les séries n'étaient pas trop restaient des séries assez réalistes, hein. On était plutôt dans le drame social, éventuellement le western, mais surtout le policier. Depuis les années 2010, on a de plus en plus de séries fantastiques qui se passent à la Nouvelle-Orléans. Et quelque part, là aussi, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'ils n'y aient pas pensé avant? Parce que là, encore une fois, s'il y a bien une ville qui est associée dans l'inconscient collectif américain au surnaturel, c'est la Nouvelle-Orléans. Pourquoi? Parce qu'il y a cette tradition du vaudou qui est très très présente dans la ville, hein, qui est vraiment une part de l'identité de la Nouvelle-Orléans, et que quand vous dites le vaudou, ça veut dire que vous parlez d'un autre monde, d'une espèce de monde caché comme ça, qui se dissimule au milieu des rues, parmi les arbres. Et du coup, la Nouvelle-Orléans va devenir de plus en plus le lieu justement d'expression de surgissement du surnaturel, avec des figures récurrentes, et avec des séries qui parfois s'en donnent à cœur joie, hein, justement dans cette vision magique de la Nouvelle-Orléans, qui est une vision qui était très peu empruntée auparavant. Donc là, je vous en cite juste 3, et j'avais prévu de montrer plus d'extraits, mais je manque un peu de temps, donc je vais vous montrer juste un extrait de l'une de ces 3 séries. Et puis ensuite, je terminerai quand même par parler de la série dont je n'ai pas encore cité le nom, un peu comme Voldemort, à savoir la série Trémé, qui est évidemment la série sur la Nouvelle-Orléans. Donc juste, je vous cite ces trois séries. La première, c'est la 3e saison d'American Horror Story, hein, donc série anthologique qui raconte à chaque fois une histoire différente. La 3e saison, donc, qui est sous-titrée Coven, se déroule à la Nouvelle-Orléans, et la Nouvelle-Orléans devient une espèce de théâtre, en fait, pour un affrontement surnaturel entre un groupe de sorcières et une reine, une reine vaudou, et ses adeptes. Et donc en fait, derrière ce combat surnaturel, il y a évidemment une métaphore sociale, hein, c'est-à-dire qu'il y a des sorcières blanches d'un côté, des adeptes du voodoo noir de l'autre, et les tensions qui s'installent entre elles, puisque ce sont essentiellement des femmes, au fur et à mesure de la saison, traduisent bien évidemment les tensions communautaires qui agitent depuis bien longtemps la Nouvelle-Orléans. Donc même quand on fait du fantastique, le social et la réalité n'est jamais bien loin dans ce genre de cas. Il y a une autre série, donc ça, American Horror Story, hein, c'est une série qui a été diffusée en 2013-2014 sur FX, mais c'est une série qui est toujours en cours, même si les saisons suivantes ne se passent pas à la Nouvelle-Orléans. Une autre série qui est donc là aussi toujours une série en cours, et qui joue là aussi sur cette histoire de communauté blanche et de communauté noire, mais cette fois-ci plutôt pour montrer une union et une réunion entre les deux communautés. C'est la série Cloak and Dagger, hein, qui est donc l'adaptation d'un comic Marvel,
qui raconte l'histoire de deux adolescents, un noir, une blanche, qui sont liés en fait par un incident commun. Elles ont été irradiées. Voilà, ils ont obtenu des super pouvoirs par irradiation, voilà, lors de leur enfance, et donc ils vont se retrouver pour combattre le crime, ensemble. Donc ça c'est une série qui est diffusée depuis 2018. Et pour l'instant, il y a deux saisons. Une autre série fantastique, alors là, qui est assez carnavalesque, c'est The Originals, qui est à nouveau un spin-off. D'une autre série qui s'appelle The Vampire Diaries, qui est une série qui a eu beaucoup de succès dans les années 2010 et qui était diffusée sur la chaîne CW, comme The Originals d'ailleurs. Et The Originals, donc là par contre, qui est une série qui est achevée, c'est une série qui va être diffusée entre 2013 et 2018 et qui raconte l'histoire d'une famille de vampires qui retourne à la Nouvelle-Orléans pour découvrir que leur place a été volée par un vampire concurrent. Et au milieu de tout ça, il y a également des bisbilles avec des sorcières et avec des loups-garous pour bien faire. Hein. Donc vous imaginez qu'on est dans une série quand même assez fantasque où la Nouvelle-Orléans n'a plus grand-chose à voir avec la réalité, sinon qu'il s'agit d'un décor, mais où la Nouvelle-Orléans devient presque un espace symbolique justement d'expression des forces surnaturelles. Et puis il y en a quand même une dernière que je vais vous citer en plus de ces trois-là, qui n'est pas vraiment une série de science-fiction, qui est plutôt une série d'anticipation, mais qui n'est pas inintéressante à regarder. C'est The Purge, qui est en fait la version série télévisée d'un film, ou plutôt d'une série de films, qui en français s'appelle American Nightmare, qui ont été produits par James de Monaco et qui reposent sur un concept assez simple, qui est que dans un futur proche, les États-Unis sont gouvernés par un pouvoir fascisant qui introduit un nouveau rituel qui s'appelle la purge et qui est en fait une nuit dans l'année où il n'y a plus de loi, en fait, où on peut tuer, on peut blesser, tuer, kidnapper, violer qui on veut. Ni la police ni les services de santé ne sont autorisés à agir. Et en fait, c'est destiné à purger la société de ses pulsions violentes. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans la série. Ça nous montre donc une galerie de personnages qui doit affronter la nuit de la purge à la Nouvelle-Orléans. Donc là aussi, les questions de tension communautaire vont bien sûr réapparaître, et de différences de classe sociale vont évidemment réapparaître. Donc ça aussi, c'est une série. Alors ça, c'est une série qui a malheureusement manqué de succès, donc qui s'est arrêtée au bout de 2 saisons, mais qui a été diffusée sur la chaîne USA Network entre 2018 et 2019. Elle est relativement facile à trouver. Si vous avez vu les films American Nightmare, on est dans une déclinaison véritablement de ce même contexte. Je vais vous montrer un petit extrait de American Horror Story, justement un extrait qui est très lié au folklore néo-orléanais, puisque vous allez voir apparaître dans cet extrait, qui est un flashback, puisque American Horror Story, la 3e saison, se passe dans le présent, mais il y a tout un tas de flashbacks qui nous renvoient en fait au temps de l'esclavage, et qui met en scène notamment un personnage qui est mythique à la Nouvelle-Orléans, qui est la reine vaudou Marie Laveau, qui est un personnage folklorique extrêmement connu à la Nouvelle-Orléans, et qui donc est interprété dans American Horror Story par une actrice assez géniale qui s'appelle Angela Bassett, et qui va venir régler son compte, vous allez le voir, à une affreuse blanche colonialiste raciste, qui a la mauvaise habitude de torturer ses esclaves dans les caves de sa maison. Et donc la vengeance de la reine du vaudou, bien évidemment, va être sans pitié. Cette femme raciste, elle est jouée par une autre excellente actrice qui s'appelle Katie Bates, qui là offre une caricature de sudiste raciste qui est assez délicieuse à regarder. Je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe, mais je vais juste vous montrer cette scène de vengeance de Marie Laveau sur cette horrible bonne femme. Qui c'est qui rêvait? Get off my property. I've heard that you are in need of my services. What could a Negro serve that I would ever want? Mopele Marie Laveau. I have the cure for your husband's affliction, his compulsion for young ladies. I'll have you flogged for your insolence. A love potion to ensure fidelity.
potion entrances as you promised. Your future's assured. To our future together. Salut. It's like honeysuckle. No. Oh, God. What did you do? Get it. Get it out of her. Unbeknownst to Madame Lalaurie, a slave she had brutally mutilated was Marie Laveau's lover, and she came to exact her revenge. Mon cher, what has she done to you? The potion inflicted its cruel justice, and she got what she richly deserved. But her body was never found. To this Voilà, hein, donc ce petit extrait hein, pour vous montrer voilà, que American Horror Story est sans doute, à mon avis, plus sérieuse. Peut-être plus conceptuelle en tout cas que des séries comme The Originals ou même Cloak and Dagger, dans la mesure où là encore, je veux dire, il y a quelque chose de très métaphorique, c'est-à-dire que la série n'hésite pas à aller chercher justement du côté du passé et du passé sombre, avec, comme c'est la caractéristique de cette série, hein, un goût très affirmé pour le grand guignol, hein. Les effets sanglants, les situations improbables, les personnages bigger than life qui sont interprétés par des acteurs qui sont qui n'hésitent pas à surjouer. On est dans une série qui a une ambiance hein, très très particulière, qui est finalement moins une série d'épouvante qu'une série qui utilise le fantastique pour faire des commentaires en fait sur la société actuelle. Et on parle évidemment beaucoup de racisme dans American Horror Story. Alors dernière série sur laquelle je voudrais conclure, puisqu'évidemment c'est sans doute la série qui représente le mieux la Nouvelle-Orléans, en tout cas dans l'esprit du public français, c'est bien évidemment la série Trémé, donc série comment dire en 4 saisons qui a été diffusée entre 2013 et entre 2011 et 2013, non je sais plus, j'ai plus ma date, j'avais mon petit bout de papier. Bon, il y a 4 saisons en tout, 30 épisodes, 36 épisodes très exactement. C'est 2009-2013 je crois la diffusion de la série. Trémé, c'est une série qui n'est pas faite par n'importe qui, c'est une série qui est faite par quelqu'un qui s'appelle David Simon, hein, qui est sans doute l'une des figures les plus importantes de la série télévisée aujourd'hui aux États-Unis, sans doute l'une des plus talentueuses. C'est quelqu'un donc qui est showrunner, hein, c'est-à-dire qu'il est à la fois créateur de la série mais également producteur hein, de cette série. Donc c'est quelqu'un, quand on regarde les séries de David Simon, on dirait il y a une identité hein, qui revient d'une série à une autre. Sachant que David Simon, quand il le produit et qu'il crée Trémé, c'est déjà quelqu'un de très reconnu hein, dans le milieu, puisque en fait il a à son actif sans doute deux des séries les plus importantes des 20 années précédentes. D'une part la série Homicide, qui est une série qui a été diffusée entre 93 et 99 sur NBC. Trémé s'est diffusée sur HBO, et qui est une des grandes séries policières des années 90, malheureusement qui a été très mal diffusée en France. C'est vraiment une série qui mérite vraiment d'être redécouverte. Et puis il a surtout fait une autre série qui, en tout cas moi de mon point de vue, est à mon avis la meilleure série moi, que j'ai pu voir en tant que spectateur, qui est la série The Wire, hein, sur écoute en français, qui a été diffusée entre 2002 et 2008, donc cette fois-ci sur HBO. La caractéristique de ces deux séries, c'est qu'elles étaient toutes les deux consacrées à la ville de
Baltimore, qui est une ville dans laquelle David Simon a officié comme journaliste pendant plusieurs années, donc qui est une ville qu'il connaît très très bien. Et ce qui est intéressant avec Trémé, justement, c'est que David Simon va déplacer son regard, et en fait, plutôt que de faire une troisième série consacrée à Baltimore, il va changer, il va se déplacer et il va partir à la Nouvelle-Orléans, et notamment aller voir ce qui se passe dans la Nouvelle-Orléans après Katrina, juste après Katrina, voir comment est-ce que la ville survit et pense ses blessures. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un lien entre The Wire et Trémé, dans la mesure où David Simon reprend en fait deux éléments qu'on trouvait déjà dans Sur-Écoute, dans The Wire. D'une part, la dimension polyphonique de sa narration, puisque l'âme de la Nouvelle-Orléans dans Trémé est incarnée par une dizaine de personnages principaux qu'on voit tour à tour dans les épisodes, et qui ne se connaissent pas forcément d'ailleurs les uns les autres, même s'ils ont souvent des liens indirects les uns avec les autres. Donc on va avoir un tromboniste, un DJ, une restauratrice, un couple d'universitaires, ou un père quinquagénaire qui fait partie de la tradition des Black Indians, hein, donc ces groupes qui officient pendant le carnaval avec des costumes extrêmement extravagants. Et il y a une deuxième chose qui va être reprise par David Simon, c'est de quelque chose finalement qui était déjà un petit peu sous-entendu dans l'extrait de NCIS que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la vision de la ville, une vision de la ville où les espaces se superposent, ou en tout cas sont parallèles aux conditions sociales, hein, où il y a une répartition sociale de l'espace. Et ça, c'était déjà très visible dans The Wire, c'est également très visible dans Trémé, où les personnages parlent par quartier, où il y a les quartiers noirs, les quartiers blancs, les quartiers riches, les quartiers pauvres, et les choses ne se passent pas de la même façon. On peut avoir deux quartiers qui sont côte à côte, mais qui ne sont pas du tout avec les mêmes classes sociales, et ça donne cette espèce d'impression d'une série qui trace une carte sociale d'une ville, ce qu'il avait déjà très bien fait dans The Wire, et ce qu'à mon avis il fait également très très bien dans Trémé, et qui donne finalement une espèce d'impression paradoxale, qui est une impression, et qui je pense que David Simon, ce qu'il essaye de nous dire, il essaie de nous dire vraiment quelque chose sur l'Amérique quand il fait ça, c'est-à-dire ce sentiment à la fois de proximité géographique et d'éloignement social, et d'éloignement parfois même culturel. Et David Simon est très très doué pour montrer à quel point les États-Unis est un pays qui est fragile en termes de structure sociale, parce qu'il y a à la fois cette très grande proximité, voire promiscuité urbaine, et en même temps il y a parfois des mondes qui séparent certains des personnages de Trémé dans ce qu'ils expérimentent et dans leur rapport au réel. Mais Trémé ne se limite pas à être une transposition de The Wire, puisque Simon adapte évidemment sa narration et ses thématiques au pouls si particulier, hein, de la ville. Et ça va passer par deux choses sur lesquelles je voudrais revenir rapidement, qui sont d'une part, Trémé va être utilisé pour opérer une démythification en fait de la ville de la Nouvelle-Orléans. La ville de la Nouvelle-Orléans, c'est une ville à laquelle est associé beaucoup de clichés. Le carnaval, le quartier français, Bourbon Street, le vaudou, etc., etc. Et vous avez tout un tas de clichés culturels qui sont associés à la Nouvelle-Orléans. Et ce qui est intéressant dans Trémé, c'est que David Simon ne nie pas l'origine en fait de ces clichés, la réalité de l'origine de ces clichés dans la culture néo-orléanaise. Simplement, il les rattache à des choses plus anciennes. Il les rattache à des questionnements d'ordre social. Et du coup, ça donne une profondeur à ce qui est parfois vu comme des choses faites pour les touristes en fait. Et ça, c'est, je trouve, assez intéressant, la manière dont il va jouer justement avec les mythes. Alors par exemple, la violence endémique de la Nouvelle-Orléans n'est pas représentée comme on l'imagine, même si la question de la délinquance est un des thèmes sous-jacents de Trémé, c'est pas le thème principal. Il y a pas, quand on voit notamment la première saison de Trémé, on n'a pas du tout le sentiment de cette ville hyper criminogène qui est décrite par les grands médias américains depuis presque 40 ans.
pareil, la question du racisme, par exemple, qui se pose dans le film. Il y a des moments qui posent la question du racisme dans le film, j'allais dire, dans la série. Mais pour moi, c'est un film en 4 saisons, hein, The Way Trevey. Ce racisme, s'il peut surgir au détour d'une scène, il n'est pas le centre de la narration. C'est pas le sujet central de Treme. C'est un des sujets de Treme, mais c'est pas ça le sujet central. Le sujet central de Treme, qui est plutôt présenté d'ailleurs comme une ville. Je l'ai pas précisé, mais Treme, hein, c'est un des quartiers justement de la Nouvelle-Orléans. Et la ville est vraiment présentée plutôt comme une ville multiculturelle, malgré les différences sociales. Donc la question d'un monde où il y aurait les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, et qui seraient frères ennemis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est exprimé de manière beaucoup plus complexe à l'intérieur de Treme. Et puis il y a aussi toute une vision assez sarcastique, hein, justement, à la fois des touristes qui viennent à la Nouvelle-Orléans, mais aussi du processus de gentrification qui touche la Nouvelle-Orléans comme toutes les grandes métropoles américaines depuis une quinzaine d'années, et qui chasse les classes populaires de certains quartiers, et où les classes populaires sont remplacées par des gens qui sont beaucoup mieux dotés sur le plan social et financier. Et donc là, il y a une espèce d'articulation dans la série qui se fait entre justement les quartiers touristiques et puis le vrai, ce que les personnages appellent le vrai Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire notamment les quartiers populaires noirs dévastés par Katrina, où il y a plus d'authenticité finalement, de culture néo-orléanaise authentique que dans Bourbon Street ou dans le quartier français, où les attractions sont des attractions qui sont avant tout destinées aux touristes. Et d'ailleurs, il y a tout un truc assez drôle dans la série sur les musiciens pour qui c'est la honte d'aller jouer à Bourbon Street, quoi, et que c'est pas glorieux d'aller jouer dans le quartier des touristes, que c'est vraiment parce qu'on a besoin d'argent. Et c'est assez intéressant, je trouve, de la vision que les Néo-Orléanais ont eux-mêmes de leur patrimoine, finalement, qui est devenu un patrimoine touristique. Et puis, à l'inverse, il y a une autre tradition qui, par contre, elle est totalement réhabilitée, c'est la tradition des Black Indians. Et toute cette partie-là de la série est super intéressante. Par l'intermédiaire d'un personnage, Simon nous explique que ces costumes de carnaval, c'est pas uniquement un costume de fête, c'est que ça dit énormément de choses sur le rapport des Néo-Orléanais à leur culture, et sur le fait que se déguiser, mettre un masque, se déguiser, se transformer pour carnaval, c'est aussi un moyen de résister, c'est aussi un moyen d'affirmer sa dignité d'être humain. Et ça, je trouve c'est très sensible dans une série comme Treme. Et puis la deuxième chose qui est, moi je trouve absolument bluffante dans Treme, et qui moi me plaît beaucoup, c'est la célébration du métissage culturel qui va se faire, alors qui est propre à la ville, hein, parce que c'est une ville où il y a à la fois la culture indienne, enfin la culture amérindienne, la culture noire américaine, la culture des Français blancs, la culture des blancs anglo-saxons. Donc c'est vraiment un creuset culturel, la Nouvelle-Orléans, avec plein de mélanges. Et c'est pas pour rien que le symbole, on va dire de ce melting pot néo-orléanais, c'est le gumbo, hein, ce fameux ragoût qui est un peu la spécialité culinaire de la Nouvelle-Orléans, et qui est un mélange, un truc où on balance plein de fruits de mer et dans un ragoût, qui est un mélange de plein de choses différentes. Et qui illustre véritablement justement l'aspect mélangé de la ville. Et justement, dans cette célébration, il y a deux arts qui sont célébrés principalement dans Treme. C'est d'une part la cuisine, qui est évidemment on mange beaucoup dans Treme, et on sent tout l'héritage de la culture française. Et le rapport à la nourriture est un rapport qui est complètement français et pas du tout américain. Et ça, c'est assez surprenant. Et puis la deuxième chose, c'est la musique, qui est un des éléments les plus importants de Treme. Et si vous aimez la musique noire américaine, Treme, c'est une série qui est faite pour vous, parce que c'est sans doute une des meilleures playlists musicales que j'ai pu entendre dans une série, toute série confondue depuis des années. Et non seulement il y a une musique d'enfer, mais en plus il y a plein de morceaux de musique qui sont joués en live, ce qui est très rare dans une série. Rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder, parce que vous avez des vraies scènes de concert et le son que vous entendez, c'est le son de la prise qui a été faite pendant le tournage. Et donc rien que pour ça, c'est intéressant de le regarder. Et puis surtout, quand vous êtes un petit peu connaisseur, vous avez un nombre de guest stars complètement incroyable. Et quand je dis des guest stars, alors peut-être que ça dira rien à certains d'entre vous, mais peut-être que ça dira à d'autres. Par exemple, dans Treme, on va retrouver des gloires de la musique néo-orléanaise, des gens comme Dr. John, comme Fats Domino, comme le jazzman Ron Carter,
acteurs comme le pianiste McCoy Tyner, comme Trombone Shorty, ou des gens, ou Allen Toussaint, qui est une des grandes figures de la musique noire néo-orléanaise, ou des gens un peu plus extérieurs, mais qui sont liés d'une manière ou d'une autre à cette musique, comme Elvis Costello. Donc, c'est pas n'importe qui qui vient faire la guest star, ils jouent tous leur propre rôle, et c'est vraiment un film, c'est vraiment une série qui est une célébration, qui est surtout qui est une célébration gigantesque de la musique noire américaine et de la musique néo-orléanaise en particulier. Je pense que j'ai le temps pour un dernier petit extrait, et je vais vous montrer donc un extrait pour conclure, qui est un extrait qui, moi, je trouve, révèle bien l'état d'esprit de la série, puisque je vous ai dit que le propos de la série, c'est pas la criminalité, c'est pas le racisme, c'est pas en tout cas le propos principal. Le propos principal, c'est comment est-ce qu'on survit à un traumatisme de manière collective, comment est-ce qu'on arrive à remettre du collectif après un traumatisme, comment on résiste, comment on survit, et comment on reconstruit physiquement, matériellement, mais comment est-ce qu'on se reconstruit psychologiquement. Et donc c'est une série qui est très humaniste, c'est une série qui est pas toujours marrante, mais qui a des côtés très optimistes, et il y a finalement une espèce d'impression un peu douce amère quand on regarde cette série-là, de gens qui souffrent énormément, mais qui arrivent à résister à tout ce qui leur arrive, à se reconstruire malgré tout ce qui leur arrive. Et je vais vous montrer la fin du premier épisode, la dernière scène du premier épisode, qui pour moi est une scène justement où vous allez voir le contraste entre la légèreté des propos, la gravité d'une situation, entre la musique, la vie, la mort. Voilà, tout ça, ça va être réuni dans une seule scène. C'est la fin de la première scène du premier épisode, la fin de la dernière scène plutôt du premier épisode de Trémé. Et donc je vais conclure là-dessus, et je reviendrai ensuite pour vous dire au revoir. Now you see, I told you I'd have but 20. 26 on the meter, dog. Oh, man. Hey, mom, where you at, baby? I knew that, Geraldine. I believe I do too. You should have let me out at 20, bro. I told you. Listen, you ain't tell me shit, bro. Man, yes, I did. This last 6 on you. Give me the 20, bro. Now get out the cab. You ain't gotta be like that, bruh. Hey, give me a card or something. I'll mail you the 6. I will. I'll go, man, like I'm a damn fool. Hey, Bunchie. Let's do it. How you been making? I'm good, man. Trying to get from this world to next, bro. I hear you. Thanks for making it short notice, man. And Aaron took sick this morning, bro. Bro, look, I'm glad for the gig. You got it? Who going home? Bojack going home. Bojack? From over Algiers? No, man. Bojack from Gertown. Oh, the one that played sax with Huey Smith? No, bro. The one who stole calls for the motherfuckers down to St. Bernard Parish. You know, man, Miss Hattie nephew. Huh? The big-head motherfucker with the lazy eye. That dude. Yeah. I thought he'd been dead. No, bro, he went to Houston after the storm. He fucked around, got himself shot to death in one of them telephone road bars, man, so now he on the stay. Yeah, I heard that. It's 40 to the graveyard, right? And 40 to cakewalk back, right? That's it, cuz. All right. Antoine Baptiste. Benny Jones. Closer walk to start. All right. Key you feel comfortable with, cuz? I'll flat that beat, Bunchy. Play for that money, boys. Got it. Play for it.
Et voilà, donc je m'arrête sur cette très jolie scène et cette très belle musique. Je vous encourage évidemment à regarder Trémé, mais à jeter également un coup d'œil aux autres séries dont j'ai pu parler. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.